Est-ce que je peux m'amuser une seconde pour reprendre votre comparaison? Une bonne façon de voir l'écart entre complication et complexité, c'est dans le cadre des phénomènes mécaniques, de voir ce qui se passe quand vous avez ou non différentes possibilités. Et si ces possibilités sont en cascade, vous savez que ça va donner une croissance exponentielle des possibles. C'est-à-dire qu'elle sera incalculable à terme. Alors vous allez dans l'autre sens et vous essayez de faire un système qui est complètement dépendant les uns des autres. C'est un système cartésien. Et le bon exemple, c'est l'horloge astronomique de Strasbourg. Alors c'est pour ça que je pense ça derrière, parce que le temps y est cyclique. Vous voyez bien pourquoi. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est un faux cyclique, c'est-à-dire que chaque engrenage n'a qu'un engrenage sur lequel il agit, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de rouages que vous ajoutez à l'horloge astronomique de Strasbourg, elle reste simplement compliquée, et de plus en plus compliquée. Vous sentez la différence? Et je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner, hein. C'est la façon la plus simple, et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que la plupart des problèmes biologiques sont des problèmes extrêmement complexes, qu'il faut du tridimensionnel pour trouver du complexe dans des schémas mécaniques, comme par exemple la mécanique des fluides. La mécanique des fluides tridimensionnelle n'est pas complexe, elle est simplement compliquée. Elle embarque des lois simples d'évolution sous l'aspect aléatoire, elle a des lois simples d'évolution des attracteurs étranges, très forts. On va dire à ce que me dit mon Josué, c'est un peu ça qui est derrière l'idée. J'aimerais poser une question à M. le professeur Leblanc, mais j'aimerais aussi que M. le professeur Veiller me réponde. Vous avez bien présenté l'évolutionnisme, projet tel qu'on fonctionne maintenant. Si j'ai bien compris, à l'origine même, il y avait une intervention de Dieu. Ses disciples communiaient avec ça, et c'était cette théorie de l'évolutionnisme qui a été ensuite enseignée, imposée dans toutes les écoles, et qui a été beaucoup utilisée par le régime communiste dans les pays de l'Est, et présentée toujours comme quelque chose de sûr, comme un dogme. Et en Occident, il y a eu des théologiens même notamment en France, qui ont essayé de trouver des références statistiques qui peuvent soutenir cette théorie. Ça veut dire d'empêcher, de pouvoir faire la peine à cette théorie et la théologie de l'Église. Ça, c'était l'époque du début du XXe. Maintenant, on vit dans une autre époque. Voilà, dans les écoles de l'Oumanie, par exemple, il y a l'enseignement de la religion. J'étais aussi dans la situation d'enseigner le catéchisme dans une école. Et je me rappelle que le seul professeur dont j'ai eu des problèmes un petit peu, c'était la professeure de biologie. Parce que, notamment, justement, les enfants en 5e classe apprenaient à la religion que l'homme a été créé par Dieu. Et ensuite, la 6e, la professeure essayait de leur faire comprendre que c'était d'abord le singe, et ensuite non. Et les enfants étaient clavifiés, ils disaient non, nous avons vu autre chose aux catéchismes. La professeure fâchée parlait avec la directrice de l'école. Finalement, elle a préféré dire aux enfants qu'il y a deux plans différents, le plan de la science et le plan de la religion, qui n'ont rien en commun. Et on sait bien cette théorie vient d'être contribuée par M. Vassal-Polsko. La question est la suivante. On a entendu aujourd'hui, dans le domaine de la physique par exemple, déjà on se pose des problèmes concernant qu'est-ce qu'on peut connaître et si nos connaissances sont vraiment sûres. Il s'agit du relativisme de la connaissance qu'on peut avoir à travers la science. C'est justement la physique quantique que M. Corres va parler de ça. Dans le domaine de la biologie, il y a toujours cette
problème de l'évolutionnisme. Toujours l'évolutionnisme est enseigné dans les écoles en France comme en Allemagne comme quelque chose de sûr, comme un dogme. On se pose jamais le problème si cette connaissance est sûre ou relative. Vous venez de dire très bien qu'il s'agit de phénomènes qu'on ne peut pas répéter, qu'on ne peut pas expérimenter. Ça veut dire qu'il n'entre pas vraiment dans le domaine de la science, parce que la science c'est quelque chose d'expérimental. Il faut qu'on puisse faire des expériments, il faut qu'on puisse prouver qu'on a raison par des expériments. Dans le domaine de l'évolutionnisme, c'est plutôt l'histoire, ce n'est pas une science exacte. Ça, on ne le dit pas dans les écoles, on ne le dit pas aux enfants. Maintenant, on voit que commence à se développer déjà aux États-Unis ce qu'on appelle le créationnisme scientifique comme alternatif. Bon, il se trouve que ce mouvement a été initié par les protestants en connaissance et que parfois ils sont assez fondamentalistes sur les affirmations de l'évolutionnisme. À ma connaissance, on n'a pas pu prouver de l'évolutionnisme que dans les cas de l'humaine espèce, on n'a pas pu encore prouver chose très bien comprise. Pourtant que je me souvienne, Darwin avait suivi à Oxford, on a compris, les cours d'un théologien qui enseignait une théologie naturelle, disons que, sans entrer dans les détails, dans sa jeunesse, il était théiste. Il acceptait tout à fait que Dieu ait créé le monde, par exemple, bon, sans entrer dans les détails. Mais ensuite, un peu malgré lui, un peu pour dorer sa renommée, le mécanisme de la sélection naturelle, je dis bien le mécanisme, a été pris par beaucoup de personnes comme étant un moyen d'expliquer toute l'évolution. Justement, sans faire intervenir le Créateur. Et j'ai de bons collègues qui, encore en 1990, disent, par la sélection naturelle, on explique toute la vie. Et c'était donc un argument contre Bergson, par exemple, pour dire, il n'y a pas besoin de penser à Dieu, il n'y a pas besoin d'un élan vital, je reprends le terme de Bergson, pour expliquer scientifiquement toute la vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, actuellement dans l'université française, il y a une espèce de blocage. On doit être darwinien pour être scientifique. Je suis clair? Bon. Mais là, je réponds donc sur le plan des opinions. Alors, je n'ai pas pu entrer dans le détail pour savoir, pour dire dans quelle mesure la biologie peut être, donc l'évolution considérée comme un fait observé, peut aller contre ou non une pensée religieuse. Et pour moi, la solution est très simple. La science permet de suivre de très près, avec précision, avec rigueur, j'aime bien ce que vous avez dit, je pense, sur un certain nombre de phénomènes. Mais ce sont des phénomènes, et la médiation philosophique dont on a parlé à plusieurs reprises, aujourd'hui, est pratiquement husserlienne, et en regardant aussi ses prolongements, etc. Nous avons un outillage philosophique actuellement correct pour voir comment les limites de la science, parce que Husserl avait une bonne formation scientifique au départ, sont explicables philosophiquement. Donc, que ce soit pour l'évolution ou pour d'autres choses, ce qui paraît important, c'est de reconnaître que la science est précise dans ce qu'elle fait, mais qu'elle est limitée, et qu'elle ne répond pas aux questions fondamentales, aux questions personnelles. Ça reste un jeu passionnant, mais on peut très bien abandonner le samedi à midi, maintenant c'est le vendredi soir, ça y est, maintenant je vais être un homme. J'ai été scientifique pendant 4 ou 5 jours par semaine, j'ai été rigoureux, mais maintenant, que ce soit pour retrouver ma famille ou pour aller faire du sport, je ne suis plus scientifique. Alors cette schizophrénie-là me paraît insupportable. On y échappe en disant que la science c'est un domaine limité, et c'est en dehors de la science que nous pouvons trouver les vraies
commissaire nous apporte beaucoup, sur un point qui me tient à cœur. Et je ne voudrais surtout pas que dans ce dialogue Sciences et Foi, on dise il y a des scientifiques, il y a là des gens qui savent, qui sont des savants, et puis il y a le vulgaire, le peuple qui n'est pas scientifique. C'est catastrophique comme vision du monde, et Husserl montre bien que la précision de la connaissance scientifique n'est qu'un raffinement de la connaissance de tout un chacun. Et regardez ce qui se passe dans un cyclotron pour savoir si une maison nue fait ci ou ça, c'est la même démarche fondamentalement que quand, étant gamin, on a appris que pour faire cuire un œuf à la coque, il faut 3 minutes et demie. 3 minutes, c'est pas assez, 4 minutes, c'est trop. C'est la même démarche. Il n'y a pas une coupure entre la connaissance scientifique, elle est simplement plus précise, on y passe plus de temps, on a des outils spéciaux, et la connaissance de chacun. Mais ça, c'est pas la question. Il y a deux obstacles au problème de l'évolution, c'est pour ça que je préfère employer le terme de dérivation. Il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est la pensée magique. Alors la pensée magique, c'est ça, coup de baguette magique et pof, j'ai une Bible sur la table. Bon, alors la réponse à ça, ça s'observe et ça se déduit de la science. Non, la création du monde n'est pas un système de coups de baguette magique et la Bible dérive de tel autre organisme. Bon, ça c'est un résultat scientifique fort, c'est-à-dire un résultat de la connaissance humaine, et c'est un résultat important au niveau religieux. Parce que c'est un résultat qui enlève des idées farfelues, qui sont farfelues, parce qu'elles n'ont pas été partagées du tout par les... Quand vous allez chez les peuples primitifs, dits primitifs, avec les vieilles religions chamaniques, etc., ils n'ont jamais pensé ça. Vous allez en Afrique, ils n'ont jamais pensé ça. Ils ont pensé quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est-à-dire, on est arrivé à ça, ça a été créé comme ça, mais ça c'est un langage métaphorique pour expliquer quelque chose que nous ne savons pas expliquer. Notre rôle de scientifique, c'est de tâcher de l'expliquer. Donc, première chose, sortir l'aspect magique, qui est, pof, un certain nombre de coups de baguette magique, et pof, j'ai un éléphant, pof, j'ai un cheval, pof, etc. Bon. Donc, on élimine ça. Alors, maintenant qu'on a éliminé ça, il y a un autre problème, qui lui est philosophique, et grave. Est-ce que le coup de baguette magique, qui est nécessaire, parce qu'il faut bien commencer, hein, avant, il n'y a rien, après, il y a quelque chose. Il faut commencer. Est-ce que ce coup de baguette magique comprend tout, ou bien est-ce que Dieu continue à agir? C'est ça le problème de base. C'est un problème très profond. Si Dieu fait un coup de baguette magique au début, et vous voyez que j'ai eu tort peut-être d'employer magique tout de suite, mais c'est bien la même chose, parce qu'en fait on a concentré tous les coups de baguette magique qui étaient dans le coup d'avant, on les a rassemblés dans un seul au début, et pof, je tape, et par une espèce de loi intrinsèque que Dieu a mis quelque part dans le système, ploup, 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 ça y est, vous avez le cheval, vous avez etc. Vous avez la pomme de terre, donc comme c'est bizarre, 40% du matériel génétique de la pomme de terre, il existe dans votre ADN. Vous partagez 40% de matériel génétique avec la pomme de terre. Bon. Donc vous voyez bien, il y a derrière ça un petit schéma, et ce schéma est intrinsèquement pervers. Il est doublement pervers. Il est pervers parce qu'il vous rapproche de la pomme de terre, alors que ça n'a aucun rapport. Ça n'a strictement aucun rapport, parce que, je ne sais pas quoi, la voiture que vous allez prendre, elle est extrêmement compliquée, etc., mais elle a beaucoup d'éléments communs avec un frigidaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait la même chose avec un frigidaire et avec une voiture. Bon. Donc, ce n'est pas une bonne façon de poser le problème. Bon. Alors donc, attention aux coups de baguette magique qui sont derrière. Alors, ce que nous a appris de regarder la nature, c'est qu'il y avait dérivation. C'est-à-dire que quand vous prenez l'ensemble des éléments qui existent sur un ARN, vous pouvez faire une classification non pas à partir de la topologie, de l'animal qui a un cou long, un cou maigre, un machin, etc., qui a des taches, qui n'a pas de taches, mais à partir du contenu informatique
qui est le seul qui est disponible, c'est de l'ARN. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas que l'ARN, il y a l'ARN des mitochondries, etc. C'est un gros paquet d'informations. Bon. Donc vous prenez ce paquet-là et vous vous apercevez que, cette fois pas du tout en faisant ce que faisait Darwin, mais en travaillant de façon moderne, vous apercevez qu'effectivement vous pouvez tracer un arbre de dérivation. Et quand vous tracez cet arbre de dérivation, vous avez deux choses qui apparaissent dedans. Premièrement, il y a une forte variabilité à l'intérieur d'une même espèce. Et ça, je rejoins le hasard du monsieur là à gauche, et c'est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas faire des changements dans un contenu informationnel si vous n'avez pas un paquet d'éléments à votre disposition. Donc le hasard intervient, est nécessaire pour avoir ce paquet à votre disposition. Ça, c'est encore quelque chose de concret, ce paquet d'informations. Et puis, deuxième chose, quand vous faites le passage de l'un à l'autre, il y a des fonctionnalités qui apparaissent. La carotte ou la pomme de terre n'a pas les mêmes fonctionnalités tout à fait que le bonhomme. Donc il y a des fonctionnalités qui sont apparues, de locomotion, de digestion, de machin, etc. Bon, une montagne de fonctionnalités avec les mêmes éléments de base. Cette montagne de fonctionnalités, on sait en isoler à peu près un bon tiers, qui sont des fonctionnalités intrinsèques, c'est-à-dire que si tout n'est pas mis en place, ça ne marche pas. C'est un peu la fonctionnalité de l'horloge astronomique de Strasbourg. Si toutes les pièces ne sont pas là, enfin au moins si l'échappement, etc. ne sont pas là, l'horloge ne marche pas. Hein, il faut quand même avoir mis en place à peu près ça. Donc il y a à peu près un tiers, parce que c'est un peu plus compliqué, parce que vous en avez un certain nombre qui en dérivent. C'est-à-dire vous pouvez employer une chose à une autre fonction. Donc là, c'est plus ambigu. Et vous prenez ce tiers qui est réductible. Alors je vous donne un exemple qui est très simple. Dans les fonctions enzymatiques, vous avez des fonctions qui sont à 7 échelons, en général. C'est-à-dire que si les 7 corps qui contribuent à fabriquer finalement le produit final ne sont pas là, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous voulez comme technique de fabrication du système. Il y a bien un moment où il a fallu réunir volontairement, parce que rien ne les fait survivre. Quand vous les suivez dans la théorie d'analyse de l'ARN, il ne se passe rien. Donc, il y a des moments où apparaît un saut. Et toute l'astuce actuelle des évolutionnistes, c'est de vous expliquer que non, ça n'a pas d'importance, c'est continu. Mais c'est pas continu. Une information, c'est porté par des bits d'information. C'est forcément discontinu, par principe. Hein, c'est une par une les informations qui arrivent. Donc c'est de toute façon discontinu. Donc le problème est de savoir, est-ce que ces paquets de sauts qui se sont passés, qui est-ce qui les a fait? La science ne répondra jamais à la question. C'est impossible. C'est pas reproductible. Vous ne pourrez jamais savoir. Donc c'est là où on retombe sur un problème qui est de la théologie, c'est-à-dire enfin nous n'avons plus un démiurge qui lance tout au début et qui met des lois bizarres à l'intérieur qui fabrique des vivants, mais nous avons un Dieu qui continuellement est présent et agit. Et ça, c'est complètement contraire à ce que disent les évolutionnistes.